Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. Merci également à Florence Fabron de me permettre d'être présent avec vous ici à Aurillac. Alors, je me nomme Frédéric Reinhardt, maître de conférence en sociologie. Je travaille sur la question du tourisme et du handicap depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai réalisé à l'époque un doctorat en 2007 sur ces questions. Et puis depuis, je travaille de plus en plus sur un autre concept très à la mode et qui a également été énuméré ce soir à plusieurs reprises, l'accessibilité. Donc c'est autour de ces deux concepts-là, effectivement, l'accessibilité et le tourisme que je construirai mon exposé. Alors, mon exposé il va être construit en deux parties. Une première partie, je vais essayer de montrer ce que c'est que l'accessibilité et comment est-ce qu'on est arrivé à l'accessibilité. Et puis une deuxième partie sera plutôt une partie où je vais essayer d'associer la question de l'accessibilité au tourisme pour introduire de manière plus concrète les propos que va tenir après Christine par la suite. Alors comment est-ce qu'on en est venu à cette question d'accessibilité dont tout le monde parle aujourd'hui? Alors pour commencer, j'ai cette image-là à vous montrer qui me permettrait un petit peu d'illustrer ce que j'appelle la naissance de l'accessibilité. Alors on y voit là un fauteuil, une personne qui est en fauteuil et qui est devant un escalier. Et puis cette personne, on vous pose la question, pourquoi est-ce qu'elle ne parvient pas à aller à l'étage? Eh bien, spontanément, certains vous diront, mais c'est parce qu'elle est handicapée, c'est parce qu'elle est en fauteuil qu'elle ne peut pas accéder à l'étage. Autrement dit, là, ce qui fait le handicap, c'est un attribut qui est lié à l'individu, qui est lié à la personne. D'autres vous diront, mais non, elles ne vont pas à l'étage parce qu'il y a un escalier, parce que l'environnement n'est pas adapté, parce que l'environnement n'est pas accessible. Donc il y a là deux manières effectivement d'expliquer la situation, il y a là deux manières d'expliquer le handicap. Soit finalement le handicap il va être lié à l'individu, soit le handicap il sera lié à l'environnement. Et pour que cette personne finalement elle puisse monter l'escalier, eh ben, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a effectivement, elle peut apprendre à marcher, elle peut apprendre. On va avec la rééducation fonctionnelle, avec le développement de l'autonomie, on va l'aider à monter l'escalier. Et là, ce sera à l'individu de s'intégrer, à l'individu de s'insérer. Et puis, dans l'autre modèle, on va agir sur l'environnement. C'est-à-dire qu'on va modifier, on va transformer l'environnement. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, prévoir un ascenseur, prévoir une rampe, ou alors prévoir la salle, non pas au premier étage, mais au rez-de-chaussée. Et donc, on va modifier l'environnement, on va le rendre accessible. Et donc, c'est là où vous avez ce concept d'accessibilité qui apparaît, parce qu'il y a, pour moi, un changement de regard sur ce que c'est que le handicap. Alors, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? Étymologiquement, l'accessibilité renvoie au latin accéléré, qui signifie s'approcher, rendre plus proche. Quand on prend un dictionnaire, on regarde ce que veut dire accessibilité, vous lirez ce que l'on peut atteindre. Ou vous lirez encore ce qui peut être atteint, abordé, dont on peut s'approcher. Alors, communément, quand on parle d'accessibilité, on pense l'accès à un espace. Ça renvoie à la mobilité. Ce qui est accessible, renvoie à un endroit où je peux aller, où je peux me rendre. Moi, c'est ce que j'appelle l'accessibilité spatiale ou l'accessibilité géographique. Mais à côté de ça, et je dirais même en complément de l'accessibilité spatiale géographique, vous avez également l'accessibilité qui doit être plutôt fonctionnelle. C'est-à-dire que quand on va à un endroit, c'est pour y faire une activité. Donc on ne peut pas séparer l'accessibilité spatiale de l'accessibilité fonctionnelle. Quand je vais quelque part, c'est pour y faire quelque chose. Autrement dit, vous allez avoir la mobilité qui va être associée à l'usage. Et je pense qu'il faut toujours penser l'accessibilité de cette manière-là. À l'image d'une pièce de monnaie, d'un côté, vous avez le côté face avec l'accessibilité spatiale et mobilité, et de l'autre côté, vous avez l'accessibilité fonctionnelle et l'usage. Et si vous prenez la pièce de monnaie et vous la coupez en deux sur la tranche, vous aurez toujours deux côtés. Vous ne réussirez jamais à séparer les deux pièces, les deux faces d'une pièce de monnaie, à l'image de l'accessibilité fonctionnelle et de l'accessibilité spatiale qui constituent une même réalité. Alors si maintenant je me déplace sur le champ un petit peu touristique, quand je parle d'accessibilité à un espace touristique ou à un espace culturel, je renvoie aussi finalement à une pratique, l'accès à une pratique touristique et culturelle. Autrement dit, je renvoie aussi à l'accès à un contenu, à l'accès à une activité. Si je vais au musée, c'est pour finalement pouvoir observer, admirer une exposition et des œuvres d'art.
Donc l'accessibilité au musée ne passe pas que par l'accessibilité spatiale, ça passera aussi par l'accessibilité fonctionnelle, rendre l'exposition accessible. Quand je vais à la piscine, ce n'est pas que le lieu, l'espace piscine qu'il faut rendre accessible, c'est aussi les espaces, c'est aussi les activités que l'on pratique dans cet espace, à savoir les cours d'aquagym, de natation, d'aquabike et ainsi de suite. Quand je vais finalement à l'opéra ou au théâtre, par exemple, c'est la pièce de théâtre qui doit être accessible. Quand je vais au cinéma, c'est le cinéma qui doit être accessible. Et quand je vais à la plage, au bord de l'eau, c'est l'ensemble des activités qu'on va pratiquer sur la plage qui sont accessibles, que ce soit la plongée ou alors le bronzing. Autrement dit, pour moi, il est important de penser l'accessibilité de cette manière-là, c'est-à-dire comme l'accès à un espace, mais aussi l'accès à une activité, à une pratique qui est en lien avec cet espace. La question qui va se poser tout de suite, c'est effectivement accessible, oui, mais accessible à qui ? Quand je parle d'accessibilité, quels sont les publics, les destinataires qui sont ciblés par l'accessibilité ? Alors, historiquement, si on fait un petit peu une analyse des textes de loi, on se rend compte qu'il y a différents publics, il y a différents types de publics qui sont visés par l'accessibilité. Un des premiers publics, c'est les personnes handicapées physiques. Quand on pense accessibilité, on pense tout de suite fauteuil. En tout cas, on pense souvent fauteuil roulant ou alors personne à mobilité réduite, avec les différents agencements qui vont avec, c'est-à-dire la rampe, par opposition à l'escalier, ou alors l'ascenseur, la porte qui est assez large, ou alors le sol qui doit être plat. À partir des années 90, 95, on a... Voilà, et là je vous ai montré ici, vous voyez le pictogramme du fauteuil roulant qui est souvent utilisé, qui a longtemps été utilisé pour symboliser le handicap, alors que finalement il ne symbolise pas toutes les familles de handicap. À partir des années 90, vous allez avoir effectivement une autre manière de percevoir les publics concernés par l'accessibilité, puisque ce sont les personnes handicapées, les personnes déficientes qui vont être visées par l'accessibilité, avec du coup des compensations et des facilitateurs qui seront adaptés à chaque catégorie. Ici, vous avez un pictogramme, vous avez le label, la marque d'État ATH qui se compose de 4 pictogrammes. On a à chaque fois un pictogramme qui symbolise une catégorie, une famille de handicap, le handicap moteur, visuel, mental et auditif. Donc on a compris que pour chaque type de public, il faut penser une accessibilité qui soit particulière, qui soit adaptée. Autrement dit, l'accessibilité pour une personne déficiente motrice n'est pas la même que celle pour une personne déficiente mentale. Donc là, on est sur un deuxième niveau. Et puis, il y a un troisième niveau qui apparaît timidement et qui, moi, me paraît très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'accessibilité, elle concerne tout le monde. L'accessibilité, elle ne concerne pas que les personnes qui sont handicapées, elles vont concerner l'ensemble de la population. Et là, l'accessibilité, c'est finalement l'aménagement de l'environnement, de l'espace, pour accéder à un espace et une activité de manière plus confortable. Autrement dit, l'idée qui émerge de plus en plus, c'est l'idée de confort ou de qualité d'usage et de confort, de qualité de prestation. Autrement dit, quand on rend accessible, on peut penser qu'on améliore la qualité de prestation et d'usage d'un produit pour tout le monde et pas uniquement pour les personnes handicapées. Donc là, vous avez, je pense aujourd'hui, là, on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement différentes manières de concevoir les publics cibles, et moi je peux que aujourd'hui vous encourager, professionnels, citoyens, politiques, à penser l'accessibilité pour tous et pas uniquement pour les personnes handicapées. L'autre question qui apparaît quand on parle d'accessibilité, accessible à qui, oui, mais accessible à quoi ? Quand je parle d'accessibilité, qu'est-ce qui est visé par l'accessibilité ? C'est-à-dire que, j'y ai répondu avant finalement, quand on parle d'accessibilité, qu'est-ce qui est accessible ? C'est d'une part l'espace et d'autre part
cette photo-là que j'aime bien, qu'est-ce qu'on y voit? Pour moi, on y voit finalement la société. On y voit une ville, on y voit voilà, un espace de vie avec de la voirie, des transports, des bâtiments. Et que font les personnes dans cet espace-là? Elles y circulent, elles se déplacent, elles y vivent, elles vont aller d'un point A à un point B pour y faire des activités. Donc autrement dit, la question de l'accessibilité, elle renvoie à l'accessibilité à tout, au transport, aux voiries, aux cadres bâtis, aux activités, aux prestations, à l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut penser l'accessibilité au niveau d'un territoire, le territoire quotidien, le territoire de vie. Et après, je pense que Christine va en parler beaucoup mieux que moi. Voilà. Quand on mixe finalement l'accessible à qui, c'est-à-dire à tous, et puis l'accessible à quoi? L'accessible à tout, on y a ce que j'appelle l'accessible à tout pour tous. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la société soit accessible pour tous. Et c'est finalement ce qu'on appelle l'accessibilité généralisée. Si maintenant je vais un petit peu plus loin au niveau de cet environnement qui doit être accessible, vous avez une idée qui me paraît assez intéressante, c'est ce qu'on appelle souvent la chaîne de déplacement. C'est-à-dire l'idée qu'on pourrait concevoir l'accessibilité comme une chaîne. De quoi se compose une chaîne? Une chaîne se compose de différents maillons. Et si vous avez un maillon de la chaîne qui est cassé, c'est plus une chaîne, c'est deux chaînes. Et donc avec une chaîne de 10 mètres, si vous avez un maillon qui est cassé, on ne fait pas la même chose qu'avec deux chaînes de 5 mètres. Autrement dit, il est important de préserver de manière intacte les différents maillons de la chaîne. Sinon, je vais plus loin en termes de méthode. Là, j'ai une méthode que j'aime beaucoup exposer qui s'appelle APCU, qui est pour moi une belle illustration de cette chaîne de déplacement et qui montre bien la manière de concevoir de manière continue cette accessibilité. Alors, APCU, qu'est-ce que c'est? A comme accéder. Il est important, quand on pense accessibilité, de penser un premier niveau d'accessibilité qui est le fait de se rendre à l'endroit où je veux aller. Ce soir, j'ai une conférence ici, j'habite Aurillac, comment est-ce que je me rends de mon domicile jusqu'à cet endroit-là, là où je suis? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il y a des bus qui sont accessibles? Est-ce qu'il y a des transports qui sont accessibles? Je viens avec ma voiture, est-ce que j'ai un parking qui est accessible? Donc il y a une première étape qui est effectivement le fait d'aller à l'endroit où je veux aller. C'est ce que j'appelle l'accéder à, se rendre à. Une fois que je suis arrivé à l'endroit où je veux aller, devant le bâtiment, il faut que je pénètre, il faut que j'y rentre. Donc là, comment est-ce que je rentre dans le bâtiment? Est-ce qu'il y a une entrée qui est signalée? Est-ce qu'il y a une marche? Est-ce qu'il y a une rampe? Est-ce que la porte, elle est assez large? Vous avez un hôtel qui est super intéressant, très très chouette, avec une porte tournante, un tourniquet. Est-ce qu'avec mon fauteuil, je peux rentrer facilement? Voyez? Donc vous avez la question de pénétrer dans le bâtiment, qui est la deuxième phase, le deuxième niveau à penser en termes d'accessibilité. On verra après, je l'ai dit un petit peu en préambule, que effectivement pour chaque type de déficience, il faut penser différents types d'accessibilité. Une fois que je rentre dans le bâtiment, je vais y circuler. C'est-à-dire qu'ici, je vais effectivement circuler dans ce bâtiment-là. Je vais devoir aller au premier étage pour aller effectivement écouter la conférence. J'ai bu 3 cafés avant de venir, je suis un petit peu nerveux, du coup je vais aux toilettes. Donc je vais redescendre et ainsi de suite. Donc dans le bâtiment où je suis, je vais y circuler. Je ne reste pas que dans cette pièce-là. Donc finalement, quand je parle d'accessibilité, il faut aussi que je pense accessibilité au niveau de la circulation dans l'ensemble du bâtiment. Et penser la circulation d'un bâtiment sur 3 niveaux, c'est pas penser l'accessibilité d'un bâtiment qui est juste réparti sur le rez-de-chaussée. Et quand je pense circulation, ça renvoie au repérage, ça renvoie au déplacement et ça renvoie à l'orientation dans l'espace. Et puis une fois que je suis dans le bâtiment, j'y ai circulé, très bien, là je suis encore dans la phase mobilité. Je vous parlais avant d'accessibilité fonctionnelle. Là je suis dans l'accessibilité fonctionnelle. Là je me déplace dans l'espace. Mais une fois que dans cet espace-là, je m'y suis déplacé, je vais utiliser les prestations qui sont à ma disposition. Je vais utiliser les ressources qui existent. Si je vais au cinéma, je ne vais pas aller dans la salle et puis
le film n'est pas accessible. Si je vais au musée et que finalement l'exposition n'est pas accessible, est-ce qu'on peut dire que le musée est accessible? Ah non, puisque finalement je vais au musée, pas pour aller au musée, je vais au musée pour voir finalement l'exposition. Si l'exposition n'est pas accessible, si l'accès au contenu n'est pas concrétisé, il n'y a pas effectivement d'accessibilité. Donc il faut toujours penser après la question de l'usage, hein, de l'accès au contenu pour qu'il y ait accessibilité, à l'image des deux pièces de monnaie que j'avais, enfin de la pièce de monnaie avec ses deux faces que j'avais énumérées précédemment. Alors, autre question, c'est accessible comment? Effectivement, quand je parle d'accessibilité, comment est-ce que je peux rendre accessible? Moi, je distingue ce que j'appelle trois grandes familles de facilitateurs, trois grands types de conditions qui vont faciliter l'accessibilité. Alors, les premières, ça peut être l'aménagement physique, l'aménagement architectural de l'espace, au niveau de la voirie, du bâtiment, et puis des transports. Voilà, vous avez ici un exemple, vous avez une allée qui est bétonnée, vous avez 3 marches d'escalier, et puis vous avez à côté une rampe. Voilà, pour moi, effectivement, là, il y a du coup accessibilité. La juriste me dira, attention, il n'y a pas accessibilité d'un point de vue réglementaire, parce que la pente, elle fait 5%. Effectivement, d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas accessibilité. On pourra discuter après, est-ce que finalement l'accessibilité, enfin, est-ce que la norme fait l'accessibilité? Est-ce que c'est la réglementation qui fait l'accessibilité? Pas toujours, on pourra, si vous voulez, après échanger à ce sujet-là. Deuxième élément, deuxième facilitateur, la technologie et le matériel. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de matériel qui existe pour tout type de déficience et qui permet de rendre accessible. Là, j'ai mis un fauteuil élévateur, un fauteuil verticalisateur, voilà. On parlait avant avec les collègues de Joëlette, des fauteuils tout-terrain, des fauteuils monoroues. Voilà, ça c'est de la technologie qui permet de rendre, par exemple, la randonnée accessible. Et là, il y a de multiples exemples que l'on peut trouver dans différents domaines. Troisième point, l'intervention humaine. Je pense que l'accessibilité, elle va aussi être possible grâce à l'intervention humaine. Vous êtes dans une gare, vous êtes dans un musée, vous êtes dans un endroit touristique, vous êtes perdu, vous demandez à la personne, excusez-moi, où est le quai pour mon train, où est l'entrée, où est la sortie. Vous allez avoir une personne à l'accueil qui va vous conseiller ou même vous aider, vous conduire jusqu'au quai. Donc là, l'intervention humaine vient aussi participer à l'accessibilité. Ce que je vous disais avant, là j'ai simplement un petit exemple à vous montrer très rapidement, je vous disais que finalement, vous avez les différents types de facilitateurs là, qui sont à combiner avec les degrés de déficience. Je vous prends un exemple. Vous avez le tableau, vous avez première ligne, vous avez l'accessibilité pour les fauteuils roulants. Effectivement, pour accéder à la plage, il faut que effectivement, l'accès à la plage soit garanti avec un bus qui puisse y circuler, qui puisse vous y conduire, ou alors un parking de stationnement qui soit réservé et accessible. Après, il faut que je puisse du coup aller à la plage. Il faut que je puisse me rendre à la plage. En fauteuil sur le sable, c'est compliqué. Donc il existe là des revêtements particuliers pour que le fauteuil puisse circuler, puisse accéder à la plage. Vous avez également une joëlette, par exemple, qui existe ici, qui est utilisée pour conduire les personnes et qu'elles puissent circuler sur la plage. Et vous avez ici un autre exemple avec un fauteuil de baignade, ce qu'on appelle un tir à l'eau, c'est un grand fauteuil avec des grosses roues et puis des flotteurs de côté qui permettent à une personne effectivement de profiter des joies de la baignade et donc de se baigner. Elle a accès à la plage et elle peut y pratiquer l'activité de baignade. Donc tout ça, on peut le faire pour les différents types de déficiences. Parce qu'on se rend compte que pour accéder, pénétrer, circuler ou utiliser, chaque type de handicap aura effectivement des besoins qui vont être différents et qui vont être spécifiques. Pour les personnes déficientes mentales, on sait que les pictogrammes, la signalétique, l'intervention humaine est très très importante. Pour les personnes, par exemple, déficientes visuelles, on sait que tout ce qui est bande tactile, là vous avez effectivement l'image du métro à Tokyo, vous avez effectivement des bandes de couleurs au sol qui indiquent très clairement le chemin à suivre pour les voyageurs. Les couleurs, par exemple, contrastées, jaune et brun avec le sol, sont un facilitateur mis en place pour les personnes malvoyantes, puisque du coup elles repèrent facilement le contraste
de couleurs. Voilà. Vous avez également les maquettes tactiles qui existent, les livres en gros caractères, et ainsi de suite. Pour les personnes déficientes auditives, bon, je vais aller rapidement parce que je n'ai pas trop le temps, mais vous avez tout ce qui est prothèse auditive, vous avez également la langue des signes, et vous avez les boucles magnétiques qui sont de plus en plus utilisées pour faciliter, ou en tout cas pour concrétiser l'accessibilité. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à cette première question, enfin un premier point de l'accessibilité. Maintenant, deuxième partie de l'exposé, c'est de faire le lien entre l'accessibilité, finalement, et le champ touristique. Alors souvent on nous dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font. L'accessibilité en France, on est un petit peu en retard. Alors moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat et vous dire, non, on n'est pas en retard, parce que d'abord, ce n'est pas une course, premièrement, et deuxièmement, on est en retard par rapport à qui et par rapport à quoi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des choses qui se font, et qu'il y a deux temps. Il y a deux manières de voir les choses. Il y a effectivement un temps politique, qui est de rendre une société accessible et qui demande du temps. Parce que rendre une société accessible, ça ne se fait pas en 2 heures, en 2 minutes. Ça demande du temps, je pense qu'il faut au moins une génération. Et puis, en complément, ou en tout cas à côté de ce temps politique, il y a ce que j'appelle le temps du quotidien, le temps clinique, comme diraient les psychologues, le temps du sujet. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en tant que citoyen et personne handicapée, c'est pas d'aller au cinéma dans 3 ans, quand il aura été accessible et que son adapte aura été mis en place. Ce qui l'intéresse, c'est aller au cinéma, voir la semaine prochaine le dernier film de Guillaume Canet, et pas le voir dans 3 ans. Vous voyez ? Donc il y a deux manières de voir les choses. Il y a effectivement le temps individuel et il y a le temps politique, et qui fait que parfois il y a une grosse tension. Et c'est ce qui explique souvent, effectivement, les revendications légitimes des personnes qui nous disent, effectivement, ce n'est pas accessible. Mais je pense qu'il y a quand même des choses qui se font. Et par rapport à ça, j'aurais voulu souligner juste 5 points qui me paraissent essentiels et qui montrent effectivement des actions significatives et qui sont en faveur de l'accessibilité dans le domaine touristique. Le premier point, pour moi, et là je fais plaisir à Florence Favron, c'est la question juridique. Pour moi, on a une reconnaissance juridique et légale du droit au sport, à la culture et au tourisme pour tous. Aujourd'hui, on a les outils juridiques qui affirment effectivement l'accès aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs. Alors, on les a au niveau international, avec différentes sources qui vont les prôner, je ne vais pas là-dessus en revenir, et puis on les a également au niveau du droit français. Là-dessus, je pense que Christine va en parler beaucoup mieux que moi, parce que l'actualité est assez riche par rapport à ça. En tout cas, le droit français, il est largement en faveur de l'accessibilité. Après, effectivement, on pourrait aller plus loin et on pourrait aller plus vite. Le deuxième point, j'en parle effectivement du droit français. Pour moi, ce droit français, il a mis en place une politique publique favorable à l'accessibilité. Et je dirais à 2 niveaux. D'abord, il a mis en place une politique favorable à l'accessibilité qui est généraliste, c'est-à-dire qu'on a un cadre de loi généraliste qui date depuis 1975 et qui impose plutôt de rendre accessibles les transports, le cadre bâti, et également, en prenant en compte en tout cas la culture et le tourisme. Là, on y est depuis 1975, 2005, on est encore une répétition qui vient accentuer, encore une fois, qui vient appuyer sur ce levier-là de manière plus forte. Mais on a aussi des politiques qui sont volontaristes, qui sont spécifiques au tourisme. Je pense qu'on est un des seuls pays au monde à avoir une politique volontariste par rapport à la question de l'accessibilité touristique. Depuis 2001, vous avez ce qu'on appelle la politique de labellisation qui a été confiée à ATH, l'Association Tourisme et Handicap. Christine va en parler après beaucoup mieux que moi, et qui effectivement octroie différents types de labels. Ce n'est pas une obligation, mais c'est vraiment plutôt une logique volontariste. Alors pour moi, ce qui est important, c'est que là, on a deux manières de concevoir l'accessibilité. Dans la politique généraliste, ce qui se joue, c'est la question de mettre en accessibilité.
Et dans la politique généraliste, ce qui se joue, c'est la mise en accessibilité. Et dans la politique plutôt volontariste, ce qui se joue, c'est la question de rendre visible ce qui est accessible à l'aide du label. Donc on est sur à la fois la mise en œuvre et la visibilité de l'accessibilité. Donc là, vous avez effectivement des labels, enfin des marques, pardon, dont on va parler ici après. Vous avez ici le label Tourisme et Handicap, je pense que tout le monde le connaît. Et puis vous avez également un autre label qui est un label territorial, qui octroie à des villes comme Bordeaux, Amiens, Balaruc, qu'on appelle le label Destination pour tous. Voilà. L'autre point suivant, c'est effectivement, on a depuis maintenant, je me suis amusé un petit peu à recenser les différents labels qui existent en France et dans le monde. En tout cas en France, depuis les années 80, différents types de labels et de pictogrammes qui existent en faveur du handicap, de l'accessibilité et du tourisme. L'idée, c'est de rendre visible l'accessibilité. Avec un label, avec un pictogramme, on a un élément qui indique, tiens, ici, cet endroit, cette activité-là, elle est accessible. L'autre avantage, c'est que du coup, quand on parle label et pictogramme, on a forcément un cahier des charges. C'est-à-dire, il y a des conditions qui sont définies pour avoir ce label. Donc du coup, on a accès finalement aux conditions qui vont définir ce que c'est que l'accessibilité. Donc moi, je me suis amusé à effectivement regarder le cahier des charges et à voir finalement ce que le cahier des charges nous apprend sur la manière de construire et concevoir l'accessibilité. Donc il y a différents labels qui existent, là je ne vais pas tous vous les citer, j'en nomme juste certains qui sont les plus connus. Vous avez le label Handiplage qui existe pour effectivement l'accessibilité des plages. Vous avez un petit label très très sympa, territorial dans le Rhône-Alpes, qui s'appelle Promenade pour tous, qui effectivement vient garantir, vient certifier des petits sentiers de randonnée urbains, intra-urbains, pour différents types de publics. Voilà. Vous avez des labels plus ou moins sportifs, comme le label Espace Loisirs de la Fédération Française Handisport, voilà, qui garantit l'accessibilité d'un lieu d'hébergement avec des activités sportives. Vous avez également le label Handivoile qui est connu, Handi équestre et j'en passe. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que moi, je note qu'il y a de plus en plus de politiques globales qui sont mises en place en faveur de l'accessibilité à différents niveaux des espaces touristiques. C'est-à-dire que ce soit les musées, que ce soit l'ONF, que ce soit les parcs nationaux, les communes également, différents groupes hôteliers. Là, récemment, je gère un master où je forme des conseillers d'accessibilité. J'ai une stagiaire qui travaille pour le groupe Accor et qui effectivement travaille sur l'accessibilité de ces différents établissements hôteliers. Vous avez les différents opérateurs de transport, je pense à Air France, je pense à la SNCF, qui ont mis en place des cellules ou des services d'aide aux voyageurs qui sont handicapés. En tout cas, ces différents acteurs ont tous mis en place des politiques d'accessibilité, parfois orientées vers un public, vers deux publics, parfois orientées vers plusieurs publics. Oui, il y a des disparités, mais en tout cas, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Il y a également, depuis les années fin des années 2000, plusieurs types de chartes qui existent. Moi, je pense souvent à la charte Ville et Handicap, ou Commune et Handicap, qui a effectivement aussi un volet tourisme dans ces conditions. Et puis il y a différentes conventions signées aussi entre les différents ministères, entre la culture et la santé, entre la culture et le handicap, entre la culture et le tourisme, qui chaque fois ont effectivement un volet accessibilité et qui effectivement ont pour but de favoriser l'accessibilité à la culture, au sport ou au loisir pour tous. Voilà. Et à côté de ça, vous allez avoir des acteurs. Vous allez avoir des commissions, des comités, des acteurs, des organisations institutionnelles qui vont se créer dans les différents champs de la culture, du sport et du tourisme et qui vont un petit peu être des chefs d'orchestre. Là, quand je dis chef d'orchestre, c'est un peu prétentieux parce que le problème qui va se jouer pour l'accessibilité, c'est la question de la coordination des moyens, c'est-à-dire du chef d'orchestre, du pilotage. Qui est-ce qui va piloter
cette question de l'accessibilité sur un territoire ou dans un établissement. C'est compliqué, mais en tout cas, vous avez là des acteurs qui sont identifiés, dont les missions se consacrent spécifiquement à l'accessibilité. Alors vous avez ATH, dont je parlais avant, l'association Tourisme et Handicap qui œuvre dans le champ du tourisme. Vous avez le CNELTENA, le Conseil national des loisirs du tourisme adapté, qui œuvre qui tente de réglementer les séjours adaptés pour personnes handicapées. Vous avez la RECA, qui est la Réunion des établissements culturels de l'accessibilité, qui rassemble environ une quinzaine de musées pour coordonner leur politique d'accessibilité. Vous avez une commission nationale culture handicap qui existe depuis 2001 et qui tente aussi de coordonner les actions culturelles d'accessibilité des différents établissements culturels. Et puis au niveau sportif, vous avez à Bourges le pôle ressources national sport et handicap. Donc là, effectivement, on a des choses qui se font largement à ce niveau. Alors pour finir, je crois que c'est le dernier, cinquième point que je voulais vous souligner. Moi, je suis très sensible à cette question de l'information de l'accessibilité qui, je pense, est oubliée de la loi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est important qu'on puisse communiquer sur ce qui est accessible, parce que tout ne l'est pas. Si tout était accessible, c'est parfait, on peut y aller. Par contre, si finalement tout n'est pas accessible, comment est-ce qu'on peut préparer un déplacement en vacances? Il faut savoir effectivement, tiens, est-ce que l'hôtel, le restaurant, la plage ou l'endroit où je vais aller est accessible? Donc il faut bien que je puisse avoir des informations sur l'accessibilité. Donc je pense que ce point-là, pour moi, il est crucial, mais il est oublié par le législateur. Alors, si on s'intéresse un peu à ce domaine-là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'outils qui existent en ce sens-là. Moi, je pense notamment à ces différentes applications collaboratives qui existent, où on peut recenser, on peut collecter de l'information et les partager avec sa communauté. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jackset, par exemple, ou si vous connaissez PMR Street ou iWheelchair. Ce sont toutes des applications que vous téléchargez sur un téléphone. Vous êtes dans un endroit, vous prenez la photo de l'endroit où vous êtes, vous mettez un commentaire. Et ensuite, ce commentaire et cette photo, elle rentre dans une base de données qui va être après consultable par l'ensemble des personnes qui ont téléchargé l'application. Autrement dit, tout votre réseau va pouvoir accéder à ces infos. Donc je suis à Aurillac, je prends mon application, par exemple, iWheelchair, et puis je regarde. Tiens, j'ai ma carte d'Aurillac, et je me tiens, effectivement, à cet endroit-là, j'ai déjà un commentaire qui est posé. Ah tiens, ce restaurant, j'ai déjà un commentaire qui est posé, je peux aller dessus. Et on me dira, voilà, tiens, il y a Michel, il y a 3 mois, il a été à ce restaurant. Michel, il est aveugle. Lui, il m'a dit qu'effectivement, le service est vachement sympa, il n'y a pas de carte en braille, mais on a un serveur qui est super sympa et super servable. À l'inverse, il y a Françoise qui me dit, ouais, c'est vachement sympa comme restaurant, mais par contre, à l'entrée, il y a 2 marches pour y monter, c'est pas accessible. Mais si on demande le serveur ou le patron, on peut rentrer sans problème. Du coup, vous avez de l'information sur l'accessibilité pragmatique du site. Pas sur l'accessibilité forcément réglementaire, mais sur effectivement l'accessibilité fournie par une personne par rapport à son expérience en tant qu'usager. Vous avez également d'autres choses qui existent, qui actuellement sont moins un petit peu en vogue, mais il y a plusieurs guides, des annuaires, des sites qui existent. Il y a une collection de guides qui existent sur le tourisme. Alors il y a le guide de la Bretagne accessible, il y a le guide des grandes capitales sur Paris, New York, et ainsi qui existe. Donc là, on a toute une collection d'ouvrages, de guides touristiques spécialisés qui se sont orientés uniquement vers le tourisme et l'accessibilité. Et puis il y a aussi des sites net, des portails net qui permettent là aussi de diffuser des informations sur ce qui est accessible. Là j'ai mis par exemple une capture d'écran du site de Bourges, le centre sport handicap de Bourges, qui a effectivement
une cartographie avec une carte où vous pouvez cliquer sur une région et vous savez quelles sont les pratiques accessibles du lieu du plus proche, du lieu le plus proche où vous êtes en vacances ou alors votre domicile. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. On m'a accordé une petite demi-heure, je pense que j'y suis. Donc moi, pour conclure, je vais laisser la parole à la suite et puis on pourra peut-être discuter, échanger sur mes propos par la suite. Merci beaucoup à vous.